L'amour interdit sous la pluie de Paris. Chapitre 1. La nuit du destin. La pluie tombait drue sur les pavés luisants de Pigalle. Laurent de Saint-Germain, PDG de la plus grande entreprise de luxe française, donnait un coup de pied rageur dans le pneu à plat de sa Porsche. Il devait être présent à un dîner de gala au Ritz dans moins d'une heure et le destin semblait s'acharner sur lui. Une mauvaise nuit ? La voix, rauque mais étonnamment jeune, le fit sursauter. Sous le réverbère, une femme se tenait là, les cheveux trempés, enveloppée dans un manteau trop léger pour la saison. Son maquillage était trop appuyé, mais ses yeux étaient si d'un vert profond, comme les forêts des Vosges. « Ça te dirait de te réchauffer ?» proposa-t-elle avec un sourire las. Laurent, habitué aux mannequins et aux héritières, allait l'ignorer. Mais quelque chose dans son regard l'en empêcha. Peut-être était-ce l'épuisement, peut-être la rébellion contre sa vie trop réglée. « Quel est ton prix ?» demanda-t-il, plus sèchement qu'il ne l'aurait voulu. 50 € pour une heure, 100 pour la nuit. Il la détailla. Elle devait avoir à peine 25 ans. « Comment t'appelles-tu ?»« Léa. Et toi ?» Il hésita. « Laurent ?» Elle eut un petit rire. « Juste Laurent ?» On dirait le nom d'un prince dans un conte de fées. Sans savoir pourquoi, il lui tendit 200 €. « Prends ça. Mais pas pour ce que tu crois, pour me parler. » Léa le regarda, interloquée. « Parler de quoi ? De toi ? De ta vie ? De tout, sauf du cours de la bourse et des prochaines collections de printemps. » Ils trouvèrent refuge dans un café bruyant. Et contre toute attente, Laurent, l'homme qui négociait des contrats de millions sans sourciller, se retrouva à écouter, fasciné, le récit d'une vie faite de petits boulots, de rêves brisés et de nuits froides. Chapitre 2. Les jeudis volés. Contre toute raison, Laurent revint. Tous les jeudis soirs, il inventait un prétexte pour échapper à ses obligations et retrouver Léa. Parfois, il se contentait de marcher le long de la Seine. D'autres fois, il s'asseyait dans un cinéma désert et regardait des films en se tenant la main. « Tu sais, ce n'est pas nécessaire de me payer à chaque fois », dit un soir Léa, alors qu'ils regardèrent les bateaux-mouches glisser sur l'eau. « Je veux que tu arrêtes », répondit Laurent, la regardant droit dans les yeux. « Arrête et travaille. Laisse-moi m'occuper de toi. » Léa secoua la tête, un sourire triste aux lèvres. « Devenir ta maîtresse payée ? Je ne suis pas sûr que ce soit mieux. Ce n'est pas ce que je veux, » s'emporta-t-il avant de baisser la voix. Je pense que je tombe amoureux de toi. » Le silence qui suivit fut plus éloquent que toutes les protestations. Dans le reflet des lumières de la ville sur l'eau, Laurent vit une larme couler sur la joue de Léa. « Moi aussi, » chuchota-t-elle enfin. « Mais ton monde ne nous acceptera jamais. » Chapitre 3. Le prix de l'amour. Le monde de Laurent, en effet, frappa fort quand il découvrit leur liaison. La une de Paris Match fut impitoyable, l'empereur du luxe et la fille des rues. L'action de son entreprise chuta. Son père le convoqua dans son bureau au mur couvert de bois précieux. « Cette histoire cesse aujourd'hui, » tonna le vieil homme, « ou tu es déshérité. » Laurent, qui avait toujours obéi, sentit une colère nouvelle monter en lui. « Je choisis Léa. » Il quitta tout, son poste, son appartement avec vue sur la tour Eiffel, ses comptes en banque, et emménagea avec Léa dans un modeste 2 pièces à Belleville. Pour la première fois de sa vie, à 35 ans, il apprenait à faire les courses, la vaisselle, et à être heureux sans Rolex au poignet. Il trouva un emploi de commercial dans une petite entreprise. Le salaire était dérisoire comparé à ses revenus antérieurs, mais quand il rentrait le soir et que Léa lui souriait, il se sentait plus riche que jamais. Chapitre 4. L'ombre de la maladie. Le bonheur dura 6 mois, puis Léa commença à tousser, d'abord un peu puis de façon incessante. Elle maigrissait, se fatiguait pour un rien. « Ce n'est rien », assurait-elle, « un simple rhume. » Mais un matin, elle s'effondra dans la cuisine. À l'hôpital, le diagnostic tomba, implacable, cancer du poumon, stade 4. « Il vous reste quelques mois », dit le médecin, évitant son regard. Laurent, fou de douleur, proposa de tout vendre, d'emprunter, de retourner supplier sa famille pour payer les traitements les plus coûteux. Léa refusa. « Utilise cet argent pour nous faire de beaux souvenirs. Je veux profiter de toi, pas passer mes derniers jours attachés à des machines. » Ils partirent pour la Côte d'Azur. Laurent vendit la dernière chose qui lui restait de son ancienne vie, une montre offerte par son père pour ses 30 ans. Et ils s'offrirent une semaine dans un hôtel face à la mer. Ils dansèrent sur la terrasse quand elle avait la force, regardèrent le soleil se coucher enlacé sur un transat. « Tu te souviens de notre première rencontre ?» murmura Léa un soir, sa tête reposant sur l'épaule de Laurent. « J'étais si morte de honte ce soir-là. Moi aussi, avoua-t-il, honteux de faire partie d'un monde où des femmes comme toi doivent de vendre leur corps pour survivre. » Chapitre 5. Le dernier adieu. Léa s'éteignit un matin de printemps alors que les oiseaux chantaient devant la fenêtre ouverte de leur chambre d'hôpital. Ses derniers mots furent un souffle, « Merci »,
pour chaque jeudi. Laurent, ruiné, seul, suivit le corbillard jusqu'au cimetière du Père-Lachaise. Sur la pierre tombale, il fit graver « Ici repose celle qui m'a appris que l'amour n'a pas de prix ». Épilogue, les jeudis solitaires. Aujourd'hui, si vous passez par Pigalle un jeudi soir, vous verrez peut-être un homme élégant mais modestement vêtu, assis sur un banc, regardant les passants. Il ne parle à personne, ne cherche personne, il reste là, 1 heure ou 2, les yeux perdus dans le lointain. Parfois, quand une jeune femme aux cheveux longs et au manteau usé passe près de lui, il esquisse un faible sourire. Puis il se lève et s'éloigne dans la nuit parisienne, laissant derrière lui le souvenir d'un amour qui a bravé tous les interdits et la mélancolie éternelle des bonheurs trop brefs. Il erre dans les rues qu'ils ont parcourues ensemble, s'arrêtant parfois devant le café où ils se sont parlé pour la première fois. Les serveurs le connaissent maintenant, ils lui servent un café en silence, respectant son chagrin. De temps en temps, il se rend au cimetière et dépose une seule rose rouge sur la tombe de Léa. Il ne pleure plus. Il reste simplement là, debout, à murmurer des mots que seul le vent emporte. « Je t'attendrai Léa, jeudi prochain et tous les jeudis qui suivront. » Puis il repart, son ombre s'étirant derrière lui dans la lumière déclinante, un homme brisé mais dont le cœur, contre toute attente, continue de battre au rythme d'un amour qui a transcendé la mort elle-même.